Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plume de Doctorant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Diane Grière pour parler de son nouvel ouvrage, L'autre occupation, l'Italie fasciste en France, publié en 2023 aux éditions Nouveau Monde. Diane Grière, bonjour. Bonjour, merci beaucoup Guillaume et Charlotte de me permettre d'intervenir pour présenter mon ouvrage. C'est avec plaisir. Merci d'avoir accepté. Donc, vous êtes professeur agrégé d'histoire, enseignante en classe préparatoire et vous avez mené une thèse de doctorat justement sur l'occupation italienne en France métropolitaine sous la direction de Georges-Henri Soutou et qui a été soutenue en 2012. Et donc dans cet ouvrage, vous étudiez la zone d'occupation italienne et ses évolutions territoriales, entre une première zone qui est en fait assez limitée et centrée sur Menton, qui résulte de l'armistice de Villa Incisa signé le 24 juin 40, même si vous expliquez qu'en fait l'occupation n'est pas mentionnée dans cet armistice, puis une deuxième zone plus élargie après le 11 novembre 42 et qui perdure moins d'un an jusque septembre 43. Alors pour expliquer à nos auditeurs, est-ce que vous pourriez éclairer le cadre événementiel qui est à l'origine de ces variations ? Alors le cadre événementiel, effectivement, c'est que l'occupation s'est faite en deux temps, comme finalement l'occupation allemande en France. Le tournant, c'est le débarquement anglo-américain le 8 novembre 1942. C'est-à-dire qu'en gros, de juin 1940 jusqu'au 8 novembre 42, les Italiens sont obligés de se contenter de ce qui a été décidé lors de la convention d'armistice, c'est-à-dire le maintien à l'endroit où ils se sont arrêtés le 25 juin 1940 à minuit. D'où cette occupation très limitée, finalement, c'est de l'ordre de 8000 km², donc ça fait vraiment pas grand-chose. En revanche, le débarquement anglo-américain, donc le 8 novembre 42 en Afrique du Nord, oblige les Allemands et les Italiens, puisque officiellement les Italiens sont quand même les alliés de l'Allemagne, donc ils reçoivent l'aval Hitler et Mussolini et lui indiquent que les troupes de l'Axe traverseront la ligne de démarcation. Et c'est grâce à ça que les Italiens traversent eux aussi, alors on ne parlait pas de ligne de démarcation du côté de l'occupation italienne, les lignes avaient une appellation différente, vous aviez la ligne verte, la ligne rouge, la ligne violette, ce qui revient exactement à la même chose, et ça permet aux Italiens en fait d'occuper toute la partie, en fait, quasiment tous les départements dans leur intégralité à l'est du Rhône, avec quelques petits partages, notamment au niveau du Vaucluse, parce que les Allemands ne voulaient pas laisser Avignon entre les mains seules des Italiens, et même chose pour les Bouches-du-Rhône, avec Marseille qui était un enjeu comme Toulon. Mais si on s'en tient effectivement sur le plan géographique, les Italiens, de novembre 42 à septembre 43, ont entre leurs mains quand même une bonne partie du sud-est français. Et la Corse, alors la Corse qui n'était pas initialement un objet d'étude dans mon travail de recherche de thèse, mais que j'ai intégré à l'ouvrage, puisque ça faisait sens, même si la Corse a quand même une occupation aussi dans un cadre particulier, parce qu'il y a la situation corse qui est un petit peu différente de la situation métropolitaine. Et donc pour revenir d'abord concrètement sur la manière dont vous avez travaillé sur cet ouvrage qui est totalement ambitieux, hein, c'est une sacrée somme. Le matériel de base de l'historien, c'est évidemment les sources. Donc, quelles sont les sources que vous avez mobilisées ? On peut voir à la fin de l'ouvrage toute une liste de sources utilisées, à la fois des sources administratives. Est-ce que vous avez aussi laissé une place peut-être aux égo-documents ? Voilà. Alors, assez peu, effectivement, c'était l'approche, comme vous le dites, c'est une somme que m'a reproché d'ailleurs mon éditeur, alors qui est beaucoup, en fait là, l'ouvrage, c'est à peu près la moitié de ce qu'était la thèse initiale. D'où effectivement un grand nombre de sources que j'ai aussi épurées dans l'édition. Comme c'est un ouvrage, une approche internationale, en fait, enfin de relations internationales, c'est plus une vision de l'occupation sur le plan des relations internationales. Donc finalement, j'ai assez peu utilisé d'égo-documents, peu de témoignages. Alors, la raison principale, c'était qu'un autre historien a travaillé aussi sur l'occupation italienne en France, Jean-Louis Panicacci, et lui s'est attaché beaucoup plus au quotidien des populations, justement à la vision qu'en ont eu les populations. Donc l'idée, en fait on a travaillé en même temps, l'idée était de ne pas avoir la même approche, parce que sinon effectivement on allait se retrouver, lui il était déjà un historien reconnu, moi jeune doctorante, donc ça c'est aussi un aspect
pour les doctorants, c'est toujours se dire qu'il faut que notre sujet, protéger notre sujet en fait. Et donc moi je l'ai protégé de cette manière-là, pour ne pas avoir l'air de faire un travail, parce que l'ouvrage de Jean-Luc Panicacci est sorti 1 an avant la soutenance de ma thèse, ce qui était évidemment très problématique, d'où cette approche plus internationale, mais avec des sources en revanche très diverses. C'est-à-dire que j'ai des archives militaires, évidemment, des archives diplomatiques. En fait, le point le plus... C'était la valeur ajoutée de mon travail par rapport à d'autres historiens qui avaient pu déjà travailler sur l'occupation italienne, c'est les archives économiques. Aussi bien du côté français que du côté italien, parce que du côté italien, alors ça c'est pour les chercheurs éventuellement qui travaillent sur l'Italie, en Italie, les archives d'État, qui sont l'équivalent des archives nationales françaises, sont pas... Enfin, il n'y a pas un travail de... Ça commence à se faire un peu en Italie, mais l'Italie n'a pas la même attention portée aux archives, et donc ces archives économiques sur l'occupation, elles étaient dans un dossier qui n'avait absolument rien à voir. En fait, c'est une demande complètement au hasard, donc ça, j'encourage les doctorants à le faire. Je me suis acharnée à me dire, il doit y avoir quelque chose, c'est pas possible, et donc j'ai essayé derrière des intitulés dans les inventaires, j'ai tenté, et ça marche. On ne rappellera jamais assez, hein, mais le hasard dans la recherche est parfois fortement porteur. C'est exactement, et je me suis retrouvée avec, je crois, il y avait 42 dossiers. Pour moi, c'était la mine. Il n'y avait pas que des bonnes choses, mais c'est ça qui m'a permis de développer tous les aspects économiques qui n'avaient jamais été envisagés. Et c'est là qu'on voit que l'Italie, en fait, avait des grands projets sur la France, beaucoup plus qu'on avait pu l'imaginer au départ. Et côté français, aux archives avec la Banque de France, vous mentionnez exactement, je suis allée aux archives de la Banque de France qui sont très faciles d'accès. Comme les archives... Alors, en revanche, en Italie, les archives privées, c'est la même chose. Les archives de la Banque de France, c'est très facile d'accès, ils avaient quelques dossiers. Alors eux, sur plutôt ce qu'était le coût de l'occupation, mais ce qui me permettait de voir effectivement tout ce que les Italiens avaient exigé, puisqu'on parle aussi du coût de l'occupation pour l'Allemagne, un peu moins pour l'Italie, mais pour l'Italie quand même le bilan est pas non plus négligeable. Et en Italie, les archives de la Banque d'Italie, comme ce sont des archives privées, là c'est les archives les plus... vous êtes dans la Banque d'Italie et vous avez tout est numérisé. Ils vous donnent tout en libre accès, ils vous font les recherches pour vous dans les inventaires. Alors je pense que c'est aussi une volonté, c'est de ne pas non plus... Voilà, exactement. Mais donc ça c'est vraiment... ça m'a été aussi... Enfin ce travail-là m'a été facilité par le fait que les archives étaient facilement accessibles. D'où le bon dialogue entre archivistes et historiens, toujours essentiel. Oui. Et même en langue, parce que du coup, moi, je ne parlais pas italien initialement avant de commencer la thèse, parce que j'étais hispanisante. En Italie, ils font beaucoup d'efforts pour comprendre les jeunes chercheurs. Donc ça aussi, c'était pour moi un avantage, parce que je faisais des efforts en italien, mais ils faisaient vraiment des efforts eux aussi pour se rendre accessibles. Ce que je ne vois pas toujours dans les archives françaises avec les chercheurs étrangers. Est-ce que vous avez mobilisé des archives conservées à la Courneuve ? Oui, alors, qui n'étaient pas à la Courneuve initialement. Oh, d'accord. C'était encore quand elles étaient au Quai d'Orsay. Donc, effectivement, moi, j'ai connu la partie des archives au Quai d'Orsay, alors qui était finalement beaucoup moins fonctionnelle que ça ne l'est aujourd'hui. La Courneuve, c'est beaucoup plus facile, parce comme on n'est plus dans le cadre du ministère, on peut rentrer beaucoup plus facilement et les horaires de consultation sont beaucoup plus larges. Mais évidemment, c'est là que j'ai commencé le plus gros de ma recherche. Parce que finalement... comme l'occupation, contrairement à l'occupation allemande, passe essentiellement par le canal diplomatique qu'était la délégation française auprès de la commission italienne d'armistice, et ça c'est conservé majoritairement à la Courneuve. Il y a aussi une partie aux archives nationales, mais c'est surtout la Courneuve. Donc c'est là qu'il y a eu, c'est là que j'ai commencé principalement le travail de recherche initial. Et c'était notamment mon travail de master, puisqu'en master, j'ai travaillé déjà sur le sujet. C'était l'occupation italienne dans les Alpes-Maritimes. C'était plus circonscrit. Et c'est là que j'avais d'abord travaillé à la Courneuve. C'est après que j'ai enrichi mes archives. Mais pourquoi vous avez choisi ce sujet-là ? Comment ça vous est venu ? Alors, initialement, rien à voir. Comme j'étais hispanisante, je voulais travailler sur la guerre d'Espagne. Donc, j'étais vraiment dans un modèle... Alors, j'étais quand même dans l'histoire militaire et l'histoire... diplomatique. Mais mon directeur de recherche, qui est donc Jean-Henri Soutou, qui a préfacé l'ouvrage, m'avait déconseillé, alors c'était il y a longtemps, m'avait dit qu'en fait, étant française, une femme, les archives militaires espagnoles me seraient difficiles d'accès, ce qui est très intéressant, parce que ça veut dire que ça, c'est une contrainte qu'on n'imagine pas. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Mais lui m'avait dit, vous verrez, ça va être compliqué parce que vous n'êtes pas espagnol. En plus, vous êtes une femme qui fait de l'histoire militaire, c'est encore quelque chose qui peut choquer. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que
ça m'a amené à réorienter mon sujet. J'étais passionnée d'Italie, je parlais pas italien, et lui m'a dit, mais vous savez, donc c'est mon directeur de recherche en fait qui m'a dit, mais si vraiment ça vous intéressait à l'histoire militaire méditerranéenne, il m'a orienté sur le rôle de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, et spécifiquement sur l'occupation italienne, parce qu'il savait qu'il y avait surtout de l'histoire locale qui avait été faite. Et il m'avait dit, ce serait bien de s'engager sur ces questions-là. Je pense, alors, sur ce que je disais sur les archives, il faut savoir qu'en Italie, comme j'étais au départ effectivement française et une femme, les archives militaires, ça n'a pas été facile d'accès pour moi non plus. Les archives militaires en Italie, au départ, ils ne voulaient pas forcément monter tous les dossiers. J'ai des dossiers qui sont arrivés avec des papiers manquants. Alors, ce qu'on ne dit pas, c'est dommage, c'est ce qu'on ne dit pas dans un ouvrage, mais j'ai eu des dossiers qui sont arrivés quasiment vides. Donc, ça veut dire qu'ils les ont fouillés avant que je les prenne, pour sans doute enlever les documents. Hein. On n'imagine pas, mais ça a été pas si simple. Après, alors, parce que, effectivement, une femme qui faisait de l'histoire militaire, moi, j'ai commencé il y a 17 ans, donc il y a 17 ans, c'était pas si naturel que ça. Alors que maintenant, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème. Donc maintenant, on va rentrer dans le fond du sujet. En commençant par le début, évidemment. Vous expliquez donc que l'Italie entretient en fait des ambitions territoriales en France bien avant le conflit. Que celles-ci se sont heurtées, les ambitions irrédentistes italiennes se sont heurtées notamment à l'échec de l'armée italienne dans les Alpes. Est-ce que vous pourriez recontextualiser un petit peu tout cela ? Alors évidemment, le problème... Alors, Mussolini, hein, c'est son projet, puisque c'est quand même aussi on va dire, un des éléments qui lui a permis d'arriver au pouvoir en octobre 1922, s'appuyer sur l'irrédentisme, sur la victoire mutilée, et donc dès les débuts du fascisme, hein, c'est ça qui est intéressant. Effectivement, il affirme les ambitions italiennes en Méditerranée d'une manière générale, et donc la France rentre évidemment dans ses ambitions. Donc là, moi je m'intéresse essentiellement à tout ce qui touche la France métropolitaine et la Corse, mais bien sûr il y a aussi l'Afrique du Nord, hein. La Tunisie reste je l'évoque très peu, mais la Tunisie, les Italiens n'ont toujours pas digéré en fait le protectorat français de 1881, et ça reste, et Mussolini reprend ces thèmes-là. Sur la France, autant la Savoie, et je le dis assez bien, très sincèrement d'après tout ce que j'ai pu lire, si les journalistes, les irrédentistes, les nationalistes italiens, eux, évidemment, ils mettent la Savoie en avant. Très clairement, a priori, Mussolini, c'était pas sa priorité. Et d'autant moins, parce que c'est souvent la remarque qu'on fait, mais si, avec le roi, justement, d'autant moins. Parce que le roi, en Italie, pour Mussolini, c'est l'espèce de personnage en gros blanc qu'il est obligé d'avoir, alors que Hitler, ils l'ont pas. Voilà, Hitler n'a pas il n'y a pas le roi, Staline, si on prend les chefs totalitaires, eux, ils n'ont pas à avoir un chef d'État qui demeure. Donc, je pense que c'est aussi un des arguments qui fait que s'il peut laisser la Savoie à la France pour éventuellement ne pas favoriser Victor Emmanuel III, je pense que c'est même un des arguments qui pousse à ne pas revendiquer la Savoie. S'il laisse la Savoie apparaître dans les revendications, c'est que ça, évidemment, ça favorise son pouvoir, ça instrumentalise son discours. Donc ça, c'est plutôt dans son sens. En revanche, je pense qu'effectivement, Nice, le comté de Nice, et quand on voit les programmes économiques, là, c'est pas du tout la même chose. Il y a une vraie ambition. La Corse aussi. La Corse, pour des raisons, là aussi, historiques, il va convoquer le passé génois de la Corse. Donc, il y a un vrai plan, aussi bien donc, pour la France que d'ailleurs globalement en Méditerranée. Et le problème, c'est que ce plan, il est contrarié, vous le disiez, par la bataille des Alpes. C'est que Mussolini, il imagine au départ alors déjà, que la France ne va pas craquer aussi rapidement. C'est-à-dire que quand on commence la bataille de France en mai, il comprend pas qu'en juin, quasiment, c'est plié du côté français. Donc ça, c'est une surprise hein, du côté de Mussolini. C'est pour ça qu'il n'a pas déclaré la guerre plus tôt. En fait, lui, il pensait avoir encore le temps de reconstruire son armée, puisque c'est un des problèmes de l'échec de la bataille des Alpes, c'est que Mussolini, je le dis alors plus rapidement, mais il a épuisé son armée non seulement en Éthiopie, mais aussi dans la guerre d'Espagne, qui sont deux conflits, certes. Alors, le premier, c'est un conflit colonial, mais on n'imagine pas que l'Éthiopie a été si difficile et que ça a épuisé les troupes. Même chose pour l'Espagne. Et le problème de Mussolini aussi, c'est que c'est dans sa logique d'un régime totalitaire, il a pris tellement la main sur l'armée que même les généraux sont incapables, en fait, même un Badoglio, hein, sont incapables de lui dire quand des opérations sont peu propices ou voire insensées. Badoglio, quand Mussolini lui dit d'attaquer d'un seul coup en juin 40, en
fait, rien n'avait été préparé. Puisqu'il déclare la guerre le 10 juin, il positionne l'armée, puis on dit de ne pas bouger, on dit de mener des petites actions offensives, puis après on dit faut y aller parce que l'armistice est en train d'être négocié entre l'Allemagne et la France. Donc en gros, les troupes commencent les opérations quasiment autour du 20 juin, l'armistice franco-allemand est signé le 22, et donc en 4 jours, évidemment, il ne peut pas arriver à Marseille. Ce qui était son objectif initial. L'objectif initial, c'était d'arriver à Marseille pour pouvoir faire valoir ses ambitions territoriales. Et donc le 18 juin, il a rencontré Hitler au Brenner. Il a évoqué en fait son plan de revendication territoriale. Et le 24 juin, évidemment, il ne peut pas prétendre la même chose. La remarque de Mussolini, c'était que Michel-Ange, s'il avait fait de grandes œuvres, c'est qu'il avait eu le matériau, le marbre, pour le faire. Lui, il n'avait que l'armée italienne. Donc, ce qui est évidemment très vexant pour l'armée italienne, mais armée italienne qu'il a lui-même contribué à affaiblir. Et voilà, c'est ça, une armée italienne soumise à son bon vouloir, mais en dépit du bon sens stratégique, par exemple. L'historien Giorgio Rocha l'a très bien montré. L'armée italienne, elle est le résultat de ce qu'on a fait aussi le fascisme. Et d'ailleurs, l'armée n'est pas si fascisée que ça non plus, ce qui est bien son souci aussi. Et donc, une fois que cette zone d'occupation se met en place finalement de facto, vous l'expliquez, comment est-ce qu'elle s'organise concrètement? Parce qu'en France, par exemple, pour l'Allemagne, on a le MBF. Et donc, comment au plus haut niveau cela s'organise côté italien? Alors, côté italien, donc il y a une commission d'armistice qui dirige tout. Donc ce qu'on appelle la commission italienne d'armistice avec la France, donc la CHAF en Italie, qui dirige tout, dirigée par des militaires. Vous avez trois généraux qui se succèdent en fait pendant toute la période de l'occupation. Cette commission, elle est organisée elle-même en sous-commissions. Et donc ce sont eux qui donnent les directives sur les aspects militaires, les aspects plus proprement administratifs. Mais finalement, il y a une organisation très centralisée, mais qui est à Turin. Évidemment, on n'a pas comme en France, du côté de l'occupation allemande, c'est bien sûr qu'il y a Wiesbaden avec la commission aussi allemande d'armistice, mais en fait la commission allemande d'armistice, elle joue quasiment pas de rôle dans l'occupation allemande. Alors que du côté italien, en fait, on s'en tient vraiment à un régime d'armistice. Est souvent reproché d'ailleurs par les Français, qui auraient voulu rétablir des relations plus Vichy-Rome. Et en fait, ce canal-là, il n'a jamais existé. Et donc l'occupation, elle est dirigée depuis Turin par la CIA, enfin la CHAF, parce que si la CIA, c'est très ambigu. C'est d'ailleurs pour ça souvent je rajoute le F. Et en France, alors sur le plan local, vous avez des commissaires civils, donc qui sont des représentants italiens, qui dépendent de la sous-commission aux affaires, de la sous-commission pour les territoires occupés, une administration même spécifique pour les territoires occupés au sein de la CHAF. Et donc ces commissaires civils dirigent, en fait, sont quasiment, on pourrait dire, alors je le mentionne pas de cette manière-là, mais c'est quasiment comme des préfets, parce que d'ailleurs ils tendent en fait au-delà de maires, parce qu'on pourrait pas dire que ce sont que des maires. Tendent à s'arroger des pouvoirs que pourraient avoir les préfets dans les départements. Et d'ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes se plaint très régulièrement des empiètements des commissaires civils. Normalement, ils ne sont pas censés exercer l'autorité administrative, puisque même les fonctionnaires français, pendant un temps, sont payés à la fois par les Italiens et par les Français, puisqu'on considère qu'en fait, ils sont rattachés à l'administration italienne. Donc ça va relativement loin. Mais le problème, c'est que ces commissaires civils, justement, les préfets, l'administration française n'a pas la main pour agir. En fait, pour se plaindre de l'occupation italienne, il faut nécessairement passer par le canal à Turin. Et donc, ça complexifie évidemment la réaction. Il faut que le préfet remonte au président. Alors, il remonte d'abord souvent à Vichy, à la direction des services de l'armistice, qui, elle, ensuite va avoir la délégation française auprès de la commission italienne d'armistice qui est à Turin, qui ensuite va voir la commission italienne d'armistice, et enfin, ça revient au commissaire civil. Donc, imaginez le... En fait, moi, j'étais frappée de voir quand il y avait une question qui était soulignée au début de l'année, finalement, elle se terminait à la fin de l'année, parce que dans le temps, le temps que ça passe par tous les canaux, évidemment, ça rendait... Mais les Italiens favorisaient ce système-là, parce qu'ils gagnaient du temps, en fait. Est-ce que ces commissaires civils, du coup, entreprennent de réaliser une sorte de fascisation? Alors ça, c'est vrai essentiellement dans la partie occupée dans les Alpes-Maritimes. Donc autour... Alors, il y a certes Menton, mais même les petits...
En fait, tout ce qui est autour, Fontan, Saorge, Sospel, c'est des petits villages qui sont occupés autour de la vallée de la Tinée, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité, parce que malheureusement, c'était la vallée inondée. Mais effectivement, de ce côté-là, il y a une vraie volonté d'italianiser. Alors, italianiser, alors, parfois, c'est que de l'italianisation, et ça s'accompagne, alors ça dépend des commissaires civils, de fascisation. C'est-à-dire tout dépend aussi du fonctionnaire. Alors effectivement, à Menton, ça tire très largement vers la fascisation. Alors c'est parce que Menton est considéré quasiment dès 1940 en fait comme une ville annexée. En fait, comme si elle faisait partie d'Italie. Ça, c'est l'intérêt d'être allé dans les archives locales. Je suis allée aux archives donc, de la province limitrophe de Menton en Italie, c'est la province d'Imperia. Imperia qui n'est pas une ville, mais je me suis dit que là aussi, on revient sur les archives, peut-être qu'il y avait quelque chose. Effectivement, à Imperia, je me suis aperçue que Menton faisait partie au même titre que les autres villes d'Italie, comme si c'était le préfet d'Imperia qui gérait Menton. Donc ça veut bien dire qu'aux yeux des Italiens, Menton faisait partie de l'Italie. Et donc Menton est fascisé. Là, il y a une mémoire locale qui est très forte, encore aujourd'hui. J'ai pas eu l'occasion, alors moi, comme j'ai pas fait effectivement j'ai pas partie la partie témoignage, mais néanmoins, je connais, j'ai des amis sur place qui me confirment que dans leurs grands-parents, arrière-grands-parents, le passage des Italiens a été plus marquant que le passage des Allemands ensuite. Parce qu'il y a eu cette idée que pendant 3 ans, Menton était à l'Italie. Et les Mentonnais, quand l'armistice est signé le 8 septembre 1943, ils considèrent que c'est la libération et le retour de Menton à la France. Donc il y a bien à la patrie. Il y a bien cette notion de... tout en soulignant que la France aussi les a abandonnés pendant 3 ans. Parce que pendant 3 ans, effectivement, les Français protestent. Le maire de Menton proteste régulièrement. Mais il ne se passe pas grand-chose non plus. En fait, c'est ça qui est frappant. C'est de se dire que les Italiens, vous l'avez dit, occupent de facto. Mais la France n'a aucun moyen d'empêcher, à part protester, même parfois protester auprès des Allemands, en se disant que les Allemands vont intercéder pour que les Italiens... les Allemands n'ont pas plus... Mussolini, dans sa guerre parallèle, donc les Allemands n'ont pas plus prise sur les Italiens, et on le voit pour la question des Juifs. Et concrètement, la France n'a pas réellement pu empêcher les ambitions italiennes à Menton. Alors, il faut voir aussi que Menton s'est quand même vidé d'une partie de ses habitants au moment de la bataille des Alpes. La ville a été évacuée. Une bonne partie de la population a été évacuée dans les Pyrénées-Orientales, dont j'avais été aussi voir, et très peu sont rentrés. Alors très peu sont rentrés parce que justement ne veulent pas rentrer pour aller dans une ville italienne. La France pendant un temps a été obligée à envisager de leur verser une indemnité pour les contraindre à rentrer, pour faire contrepoids en fait à l'italisation, en se disant s'il n'y a pas assez de Français, évidemment on justifie que la ville soit italianisée. C'est intéressant parce qu'on voit que la descente à l'échelle locale en fait permet aussi de voir que l'occupation a pu être vécue différemment d'un endroit à un autre. C'est le cas aussi pour l'occupation allemande, mais du coup on voit que dans toute situation d'occupation c'est valable. Dans cette zone d'occupation, il y a aussi des Italiens qui étaient déjà présents avant la guerre, dans le sud-est notamment, enfin dans le sud-est. Comment réagissent-ils face à cette arrivée? Alors, la plupart des Italiens dans le sud-est étaient, pour la plupart, c'était des antifascistes. Donc, en fait, ce qu'on appelle les fuoriusciti. Donc, évidemment, certains s'inquiètent de l'arrivée de l'armée italienne. Après, alors tous n'étaient pas des fuoriusciti. Dans les archives des Alpes-Maritimes, c'est ça qu'on voit qu'il y avait des Italiens qui étaient installés. Certains applaudissent, certains même à Nice, des Italiens à Nice qui comprennent pas qu'on n'accélère pas le processus, qu'en fait, pourquoi les Italiens ne marchent pas sur Nice et n'en finissent pas. Donc certains, en revanche, voient s'imaginent que c'est le retour de Nice à... l'argument, c'est à la patrie de Garibaldi, puisque en fait, ils mettent en avant la figure de Garibaldi revient tout le temps. Alors j'évoque justement son petit-fils Ezio Garibaldi qui joue l'irrédentiste évidemment farouche et qui essaye de rallier alors c'est grâce à ça aussi que j'ai pu voir quelles étaient la présence, mais il y a quand même une présence italienne effectivement qui est favorable à la guerre menée par les Italiens, parce que beaucoup d'Italiens considèrent que c'était la fin du complexe d'infériorité. Enfin, l'Italie parvenait à prendre sa revanche sur la France. La France qui la regardait avec mépris. Donc vous avez quand même une partie de ces émigrés italiens qui certes sont en France, mais qui finalement sont contents de voir l'Italie. Alors,
Je dirais qu'ils sont pas tant fascistes, c'est ça la différence, c'est qu'eux, ils sont plutôt dans la tradition de la rivalité franco-italienne. Ce qu'ils voient, c'est l'Italie prend sa revanche. Ils sont pas nécessairement fascistes. Ce qui est un petit peu la différence. Eux, s'ils sont contents de voir l'arrivée de l'armée italienne, c'est qu'ils se disent, voilà, on prend notre revanche. C'est pas forcément... Et d'ailleurs, les directives du parti, c'est d'essayer d'en profiter, de la présence de l'armée italienne pour un peu fasciser cette population que Mussolini considère que justement les Français ont essayé de les dénaturaliser. Il faut les réintégrer à l'Italie. Donc, il ne faudrait pas imaginer que parce qu'ils soutiennent l'arrivée de l'armée italienne, ils sont tous nécessairement fascistes. Et ça, Mussolini en a bien conscience. Il y a des fascistes fervents, mais ils sont relativement peu nombreux. Et là, c'est d'autres dynamiques qui se jouent, en fait. Exactement. Finalement, en fait, vous avez presque 3 branches d'Italiens. Vraiment, les Fuoriusciti, et une partie, de toute façon, sont aussi partis quand l'armée italienne est arrivée. Vous avez ces Italiens qui, eux, sont... pour la plupart, certains, là, depuis la fin du 19e, en fait, et qui se disent, c'est la revanche de l'Italie sur la France, et ceux qui sont vraiment des fervents fascistes, mais qui, finalement, arrivent plutôt en 40 qu'ils n'étaient présents au départ. D'accord. Une question qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de l'image du soldat italien. En fait, on a souvent l'idée que cette occupation, elle aurait été plus douce, marquée par une plus grande proximité culturelle entre occupants et occupés. J'ai lu quelques témoignages où les soldats italiens sont raillés pour leur uniforme. Est-ce que ce soldat est vraiment perçu comme un occupant ? Alors, c'est tout le problème des Italiens. Et alors, ça... de même que j'ai dit que les Italiens pensent prendre leur revanche, les Français, eux, ne se considèrent pas comme battus par l'armée italienne. Alors, ce qui est vrai, la bataille des Alpes a été... finalement, si on prend le bilan de la bataille des Alpes, très clairement, c'est une bataille remportée par l'armée française. Sur le terrain, c'est le cas. Donc les Français ont du mal à imaginer, en fait, à respecter l'occupant italien, enfin même l'armée italienne, parce que d'une part, ils la considèrent pas comme vainqueur. Et d'autre part, effectivement, il y a ce côté folklorique. On a l'impression qu'on ne peut pas prendre au sérieux, et ça, c'est quelque chose qui m'a frappée, qu'on ne peut pas prendre au sérieux les Italiens. Donc j'ai mis quelques témoignages, mais dans les archives, le nombre de chansons, le nombre d'incidents en fait entre les troupes d'occupation et les Français, ce sont souvent pour des mots lancés en l'air par des Français qui s'en prennent au prestige de l'armée italienne. Donc effectivement, beaucoup ont eu du mal à imaginer que finalement on avait une armée d'occupation, d'où finalement ça a durci l'attitude aussi de certains soldats italiens. C'est pour ça que effectivement on a souvent dit que l'occupation italienne avait été souple parce que les Français avaient cette image d'une armée qu'on ne peut pas prendre au sérieux. En réalité, alors pas tous les soldats, là encore, on le voit, ça c'est l'intérêt des archives militaires, on voit que le moral des soldats joue sur leur attitude durant l'occupation. Il y a des phases où effectivement le moral des soldats, où ils dénoncent dans les archives militaires italiennes que le moral est bas, qu'il y a des tentatives de désertion, qu'il y a des suicides. Ils le disent pas trop, mais il y en a. Donc là, souvent, ça correspond à une période où l'armée est plutôt dans une attitude relativement souple vis-à-vis de la population française. Mais pour le reste, ils se sont comportés comme toute armée d'occupation. La seule différence, c'est que les Italiens n'ont jamais pratiqué à l'encontre de la résistance, notamment, effectivement, la répression mise en place par les Allemands. Donc le fameux système il y a eu des otages, etc., mais ils n'ont pas utilisé ça, il n'y a pas eu d'exécution d'otages. C'était le couvre-feu, c'était des mesures, des contraintes de circulation, beaucoup de contraintes de circulation. En fait, ça, en revanche, les Italiens, c'était leur mode d'action. On empêche de passer. Et ceci dit, c'était des contraintes qui étaient souvent durement ressenties par les populations, plus qu'un quelconque couvre-feu ou autre. Mais effectivement, ils n'ont pas pratiqué la répression à grande échelle, si ce n'est, mais ça n'a pas eu le temps d'être, et on peut le souhaiter, que ça n'ait pas été le cas, ils avaient prévu quand même, c'est le fameux bando du 16 août 1943, que j'ai découvert, en fait j'ignorais qu'il y avait eu, qui est souvent peu mentionné. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, c'est après la démission de Mussolini. Donc, c'est au moment où c'est Badoglio qui est devenu chef du gouvernement. Donc, on n'est même plus sous le fascisme. Vous avez ce décret, donc, le Bando Vercellino, du nom du commandant en chef de la 4e armée qui
occupe la France, qui prévoit, alors je ne sais plus combien il y a d'articles, qui prévoit en fait une répression. Alors là, si ça avait été mis en place, le seul fait d'écouter la radio française, vous étiez passible de prison. Donc là, une répression à grande échelle. Jean-Louis Panicacci, qui a réussi à voir quelques dossiers, parce que un autre problème aux archives nationales, c'est que c'est compliqué de voir les dossiers des tribunaux, aussi bien civils que militaires du côté italien. Mais visiblement, il n'y a pas de cas de condamnation liée à ce bandeau ou décret. Mais il faut imaginer que si l'occupation s'était prolongée, là, on partait sur une répression à une échelle un peu différente. Donc, il ne faudrait pas imaginer qu'effectivement, les Italiens se sont comportés comme des occupants souples. L'armée, alors évidemment, là aussi, comme pour les Italiens tout à l'heure, l'armée a joué son rôle, et certains militaires exigeaient d'avoir le respect des populations au même titre que l'armée allemande. Et donc, d'ailleurs, pour continuer dans cette lignée de répression, et puis aussi à la fois peut-être une forme de protection pour une certaine forme de population, est-ce qu'on pourrait revenir sur la situation des populations juives dans cette zone d'occupation italienne? On voit que les historiens aussi, entre une certaine clémence peut-être, mais aussi un désir d'émancipation vis-à-vis de l'homologue allemand dans la manière de traiter ces populations. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui, alors concrètement, moi je suis plutôt sur la partie... alors si on prend les autorités, en fait il faudrait distinguer deux éléments. Si on s'en tient aux autorités militaires et aux autorités politiques italiennes et fascistes, clairement, la protection des Juifs relève de la volonté effectivement, d'affirmer cette souveraineté vis-à-vis de l'Allemagne. Même si, effectivement, l'Italie fasciste n'était pas antisémite, à la limite, la France l'était davantage que l'Italie, parce qu'on le sait très bien, la politique antisémite à partir de 1938, aujourd'hui, on l'a bien démontré, c'est pas tellement la volonté de s'aligner sur la politique hitlérienne, c'est parce que Mussolini, son pouvoir s'essouffle en 1938, et que, en fait, comme bien souvent, malheureusement, dans l'histoire, les Juifs jouent le rôle de bouc émissaire. Donc, il faut mobiliser la population contre un nouvel ennemi, le Juif. Donc, la campagne de 1938 antisémite, ses racines, au départ, elles sont là. Il ne faudrait pas imaginer que l'Italie fasciste, du coup, est un régime totalitaire où la race prend une dimension qu'elle a dans l'Allemagne nazie. Là, moi, je ne partage pas du tout ce point de vue-là. À mon sens, c'est pas cette orientation dans la politique antisémite fasciste. D'où, concrètement, si Mussolini... alors, on aurait pu se dire, s'il n'y a pas vraiment d'antisémitisme, effectivement, il veut protéger les Juifs pendant l'occupation. C'est ce qu'a très bien mis en avant Marianne Matar-Bonucci. En fait, dans ces cas-là, l'Italie est schizophrène, c'est-à-dire que d'un côté, en Italie, elle poursuit les Juifs qui sont en camp. Alors, c'est pas vraiment l'internement, c'est ce qu'ils appellent les camps de résidence surveillés. Enfin, c'est à l'italienne, comme on le dit souvent, mais effectivement, c'est pas le camp de concentration. C'est effectivement, en fait, c'est un peu parce que ils disent vigilanza, donc c'est une forme de surveillance. Mais ils sont quand même, quel que soit le vocabulaire, ils sont quand même d'une certaine manière internés. En France, dans la zone d'occupation italienne, d'ailleurs comme dans les autres parties occupées dans les Balkans par les Italiens, effectivement, ils bénéficient d'une forme de protection. Alors, concrètement, Mussolini, lui, ce qui l'intéresse, c'est non seulement de résister à Vichy et aux Allemands. Est-ce qu'il faut y voir un côté humain? Je ne pense pas que ce soit le facteur essentiel. En revanche, chez certaines autorités locales italiennes, notamment même chez les militaires, qu'il y ait eu davantage, c'est pour ça que je distinguais deux éléments, effectivement, que dans l'armée italienne, ou même, on le voit chez certains commissaires civils, qu'il y ait une volonté, effectivement, un sentiment humain qui l'ait emporté, là, c'est différent. Et effectivement, il n'y a peut-être pas que l'enjeu de souveraineté qui l'a emporté. Mais sur le point de vue en fait, des autorités, ceux qui prennent... Et on le voit bien, le général Avarna di Gualtieri, dans ses échanges diplomatiques avec la Tchaf, il ne dit pas il faut protéger les Juifs. Il dit les Allemands demandent, nous on dit non. C'est pas la même approche. Concrètement, le seul éventuellement qui a peut-être eu aussi un peu plus le côté humain, c'est Tchano. Tchano qui avait informé Mussolini du programme allemand, qui avait dit que d'abord il trouvait que effectivement ça prenait une échelle
qui n'était pas... En fait, il disait l'Italie ne peut pas être complice d'un crime contre... il n'emploie pas le terme évidemment crime contre l'humanité, mais lui, il voulait pas être complice de quelque chose qui lui paraissait là dépasser un cadre. Donc, d'une certaine manière, c'était humain et en même temps, on va pas non plus s'associer à une opération qui prend une ampleur jamais vue. J'avais cru voir aussi dans les archives que il y avait eu beaucoup d'affaires de rixes entre soldats allemands et soldats italiens, notamment autour de la frontière entre les deux zones. Est-ce que vous savez comment les autorités italiennes tentent ou essayent de gérer ça? Alors, toujours le même problème décisionnel. Alors évidemment, parce que les troupes allemandes, finalement, ont le même comportement que la population française. Hein. Les troupes allemandes n'ont aucun respect pour les troupes italiennes. En fait, c'est l'allié encombrant, hein, l'Italie. Pour les Allemands, Hitler, hein, d'ailleurs, est assez d'accord avec cette idée-là. C'est l'allié encombrant. Donc effectivement, vous avez souvent, notamment au niveau de la frontière, et même dans les villes où il y a des commissions partagées, notamment à Grenoble, vous avez souvent des affrontements entre troupes allemandes et italiennes. Ce sera le cas aussi pendant la deuxième phase d'occupation, à Toulon, à Marseille. Alors là, en général, ce sont les autorités... on est encore obligé à chaque fois de passer par les mêmes canaux. Pourtant, normalement, il y a un commandement suprême du côté allemand et du côté italien. Mais souvent, on passe par le canal de la Tchaf, puis le canal de la CAA, et ensuite, ça revient aux autorités militaires allemandes. Mais c'est souvent un long processus, en fait. Finalement, c'est les Italiens qui l'imposent, hein, parce que les Allemands, même chose, hein, quand ils veulent essayer de... vous avez un représentant, à partir de 1942, vous avez le général Avarna di Gualtieri, qui est le représentant militaire pour la zone d'occupation, lui, il est à Vichy. En général, les Allemands, quand ils veulent faire passer des décisions, ils passent par lui. Mais lui dit, attendez, moi, il faut que je passe par Vercellino et par la Tchaf. Donc en gros, les Italiens font eux-mêmes durer le processus, mais ils sont donc tributaires, les Allemands imposent le même processus quand les Italiens ont à se plaindre des troupes d'occupation allemandes. En général, ça passe par la commission allemande d'armistice, qui souvent d'ailleurs dit que ça relève pas d'ailleurs de leur prérogative et les renvoie aux autorités militaires. Donc c'est un peu souvent c'est des plaintes qui n'aboutissent jamais. En fait, il n'y a pas des deux côtés. Hein. Et le problème, c'est parce que Mussolini et Hitler ne discutent jamais de ces questions-là. En fait, dans toutes leurs rencontres, on a l'impression qu'ils évitent... quand ils parlent de la France, ils parlent jamais de l'occupation en tant que telle. Ils parlent des enjeux territoriaux, mais jamais du quotidien de l'occupation. Donc on a l'impression qu'effectivement, les deux dirigeants eux-mêmes éludent les questions qui sont vues comme mineures, en fait. C'est que Mussolini, finalement, lui, j'ai l'impression que d'après ce que j'ai pu voir, en fait, il est très peu... il rencontre plusieurs fois, je le dis, le général Vacca Maggiolini. Mais en fait, il le rencontre pas tellement pour l'occupation en tant que telle, c'est pour savoir ce qu'on va en faire ensuite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va apporter, comment ces territoires vont pouvoir être annexés à un moment ou à un autre à l'Italie. Mais le quotidien de l'occupation, je suis même pas sûre que Mussolini savait vraiment tous les rouages qu'il y avait sur cette occupation. Lui, ce qui l'intéressait, c'est ce que ça pouvait lui apporter sur le prestige international. Et justement, il y a une question qui me vient, puisqu'on parle de qu'est-ce que cette zone peut rapporter à l'Italie. Vous avez notamment, on l'a vu tout à l'heure, exploité les sources économiques. Comment se déroule cette exploitation économique de la zone française ? Alors, dans la première phase, puisqu'on revient effectivement sur les deux côtés de l'occupation, alors finalement, pendant la première phase d'occupation, il se passe pas grand-chose. J'ai été surprise de voir à quel point les Italiens s'intéressent en fait aux intérêts économiques allemands. Donc, il y a plusieurs missions qui sont envoyés dans les territoires occupés et hors de territoires occupés, parce que vous allez le capitaine Pompéi, alors il s'appelle Pompéi, il se rend plusieurs fois, aussi bien en Savoie, mais aussi dans les Alpes-Maritimes, à Nice, même à Monaco. Donc lui, il analyse les possibilités, effectivement, économiques pour l'Italie. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est qu'il essaye de voir aussi, de dire, pendant cette phase-là, il ne faut pas trop exploiter certains établissements, parce que si on annexe les territoires, il ne faut pas non plus qu'on les vide, qu'on les pille, pour ensuite que ça n'ait pas une valeur ajoutée. Donc, d'ailleurs, ça veut dire qu'en fait, ils ont vraiment dans l'idée que ça va être possible d'annexer. Moi, c'est ça qui m'a frappée. C'est-à-dire, non, il ne faut pas trop exploiter, parce que après, au moment de la paix, il faut qu'on puisse récupérer quand même les intérêts qu'il y a dans cette partie-là. Preuve qu'en fait, ils y croyaient vraiment. Hein. Parce qu'on dit souvent que les Italiens ne pouvaient pas
c'était du discours. En fait, je pense que non. Je pense qu'ils étaient persuadés qu'il y avait une possibilité de récupérer ces territoires, que ça ne relève pas que du discours et de l'idéologie. Ils attendent presque un retour sur investissement. C'est ça, c'est exactement ça. Donc il y a cette idée, un peu comme les Allemands au départ, qui ne veulent pas non plus finalement trop exploiter jusqu'à ce qu'ils aient plus tellement le choix, y compris en France, ils ne ménagent plus tellement. C'est la même chose pour le côté italien. Donc dans la deuxième phase d'occupation, et ça c'est grâce aux archives, alors effectivement, notamment les archives Fiat, puisque je trouvais que Fiat revenait souvent dans les archives de la commission d'armistice. Ça me dire que c'était quand même étrange que Fiat soit mentionné régulièrement. C'est là que j'ai trouvé une partie des contrats qui avaient été établis. Ensuite, j'étais voir d'autres archives à Turin où là, vraiment, il y avait une partie en fait, toutes les entreprises qui étaient concernées du côté italien. Donc, ces entreprises, elles avaient pour objectif ce que font les Allemands, en fait, d'établir des contrats avec les entreprises françaises en Savoie, les entreprises françaises dans les Alpes-Maritimes. Donc là, il s'agissait de faire des commandes. C'était pas vu comme de l'exploitation, parce que Mussolini, là encore, son objectif, c'était que ça reste dans un cadre réglementé. Simplement, ça devait être financé par la fameuse indemnité que devait verser, ce qui est quand même une réussite pour les Italiens. Ils n'ont rien touché entre juin 40 et novembre 42. Il n'y avait pas d'indemnité d'occupation. À partir de novembre 42, ils réussissent à obtenir cette indemnité qui n'était absolument pas prévue dans la convention d'armistice. Et c'est grâce à cette indemnité qu'ils peuvent envisager des commandes, des achats. Mais il s'agissait de ne pas surexploiter les entreprises, parce que, encore une fois, ils avaient pour objectif s'il fallait annexer après la guerre, il fallait quand même que les entreprises restent dynamiques. Mais il fallait aussi qu'une partie de l'argent, alors ça c'était pour les commandes, qui devaient être achetées, il y avait une partie de l'argent qui devait être aussi utilisée pour commencer à racheter, là, en France, des entreprises. D'où les projets, en revanche, qui étaient peu réalistes, les visées sur les grands hôtels de Cannes, de Nice, même la Société des bains de mer de Monaco. La Société des bains de mer qui était visée elle-même par les Allemands. Et puis le cas de Monaco, ça c'est... c'est ma déception, c'est que j'aurais aimé aller voir les archives à Monaco, parce que finalement, moi, j'ai que le point de vue français. J'y suis pas allée. Alors, là aussi, un peu découragée par mon professeur qui m'avait dit... Vous aurez alors là encore plus de mal à ce que les archives s'ouvrent. Vous n'êtes pas citoyen monégasque. Je ne sais pas si c'est tant que ça un problème, mais je serais assez curieuse de voir effectivement quelle a été la politique de Monaco, parce que en fait aujourd'hui ça reste toujours une question. Est-ce que le prince, à un moment ou à un autre, il a été tenté d'aller vers l'Italie ou même vers l'Allemagne, parce que il a une attitude Monaco est relativement ambiguë. Donc il y aurait peut-être des sources à exploiter de ce côté-là. Exactement. Un chantier à défricher. Il y a Pierre Abramovici qui a travaillé sur Monaco, un rocher sous l'occupation. Mais lui aussi, il ne donne pas vraiment des... j'ai pas l'impression qu'il a vu beaucoup de... Mais je ne sais pas si elles sont accessibles, en fait. Oui, telle est la question. Je ne suis pas sûre que... Parce que peut-être qu'encore une fois, c'est comme le problème, qu'est-ce qu'on va y trouver? C'est comme pour les archives du Vatican, parce que je voulais voir aussi quel avait été le rôle du Vatican dans l'occupation italienne. Parce que depuis 29, quand même, le pape avait rétabli ses relations avec l'Italie. Il avait certes condamné le fascisme à la fin des années 30, mais j'aurais bien aimé... Et elles n'étaient pas ouvertes. Donc, j'avais juste vu les archives des prisonniers de guerre. Vous en avez un petit peu parlé, et c'est vrai que cette zone d'occupation italienne, elle pâtit du poids pris par l'occupation allemande. Quelle mémoire on en a aujourd'hui, à la fois dans le sud-est de la France et éventuellement en Italie? Alors, dans le sud-est de la France, beaucoup plus importante que je ne pensais quand je suis arrivée la première fois aux archives locales, parce que ça fait partie de leur passé. Vous avez au musée de la Résistance à Nice, vous avez quand même une bonne partie qui est consacrée, alors certes, à la partie de l'occupation allemande, parce que le problème, c'est que les Italiens, quand ils sont partis en 1943, en fait, si l'occupation s'était arrêtée là, la guerre s'était arrêtée là, je pense qu'on aurait gardé le souvenir de l'occupation allemande beaucoup plus important. Le problème, c'est qu'après les Italiens sont venus les Allemands. Donc, dans l'esprit même de ces populations du Sud-Est, comme en Corse d'ailleurs, comme en Corse, on garde plus le souvenir de l'occupation allemande qui a été présentée comme plus dure, mais en même temps, on n'est pas dans la même phase de guerre non plus. Il ne faut pas oublier que 43-45, pour l'Allemagne, évidemment, si on prend la guerre dans son contexte global, c'est pas la même chose que 40-43. Donc évidemment que l'occupation n'est pas la même d'ailleurs dans le reste de la France, entre 43 et 45 et 40 et 43. Donc évidemment ça a mis un petit peu en retrait l'occupation italienne. Et ce qu'on a retenu au départ dans ce sud-est, c'était plutôt justement un côté bon enfant. C'est de là qu'il est venu. Dans la mémoire en 45, oui, il y a eu les Italiens avant.
« Oh, mais les Italiens... C'était pas très sérieux. Voilà, c'était pas très sérieux. Oui, bah, ils étaient bien gentils. » C'était un peu c'est l'image que j'avais, et même quand j'ai relu les articles de l'époque, c'était à peu près ce qui se dégageait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus... Depuis, en fait, c'est Jean-Louis Pagliacci, c'est le premier, alors qui... il est de la région, donc évidemment, il s'y est intéressé. C'est lui qui a travaillé le premier, d'abord sur Menton. Et Menton, quand il a vu, évidemment, toute l'implication qu'il y avait, en fait, autour de l'occupation, c'est là qu'il a commencé à faire ressortir l'idée que l'occupation avait de loin pas été une promenade de santé, que ça avait eu des implications, etc. Et donc, effectivement, je pense que localement, ça a eu il y a eu plusieurs phases de la mémoire. Une mémoire d'abord occultée par l'occupation allemande qui a succédé. Et aujourd'hui, dans les populations, aujourd'hui évidemment c'est les générations suivantes, mais il y a une volonté de redécouvrir justement cette partie de l'histoire. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas un sujet qui... D'ailleurs, très honnêtement, je savais qu'il y avait une occupation italienne, mais je n'imaginais pas qu'effectivement elle avait eu autant d'importance. Même moi, alors évidemment, je suis pas du tout de la région, mais néanmoins, je pensais pas que ça avait eu autant d'importance. Je pense que ça en a toujours eu plus ou moins dans cette région-là, mais que sans vraiment connaître dans le détail en fait ce qu'avait été cette occupation. Et aujourd'hui, effectivement, la place qu'elle occupe dans la mémoire, elle est beaucoup plus importante, y compris dans les musées, qui la mettent beaucoup plus en avant. En Corse, en revanche, je me suis aperçue que ça a toujours été beaucoup plus mis en avant que finalement sur le continent, puisque je suis allée présenter le livre en Corse. Et les Corses, eux, ont une mémoire de l'occupation italienne qui est beaucoup plus importante que l'occupation allemande. Ça, c'est sûr. Et alors, l'autre aussi aspect qui explique que les Italiens ont été pas forcément mal vus après 1945, c'est que... Alors moi, ça faisait plus partie après de mon sujet, mais j'ai retrouvé beaucoup d'anciens militaires italiens dans la résistance après. En fait, beaucoup d'anciens soldats de la 4e armée qui ne sont pas rentrés en Italie ont rejoint la résistance. Vous aviez déjà des réseaux de résistance italiens, d'ailleurs souvent antifascistes, preuve que l'armée n'était pas si fascisée que ça. Et donc, évidemment, ça a sans doute aussi contribué à conserver une certaine bonne image de l'occupation. En Italie, clairement, c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant. D'abord parce que finalement, elle est réduite. Alors en Italie, je me suis aperçue qu'on mettait beaucoup plus en avant, alors pourtant pas beaucoup plus de succès, l'occupation en Yougoslavie ou en Grèce. Sans doute parce que c'était vu comme... parce que de l'Italie, on connaît plus les projets, les fameuses terres irrédentes du côté de l'Adriatique, finalement, que l'irrédentisme à l'encontre de la France. Donc évidemment, c'est sans doute ça qui a... Donc au départ, c'est beaucoup plus l'occupation en Yougoslavie ou en Grèce qui a été mise en avant. Et en Italie, la première vraie... Alors là, vous avez Romain Raniero, c'est le premier historien italien à avoir... alors lui, c'était vraiment... Et encore, il n'a pas vraiment traité l'occupation, il traite des relations entre les organismes d'armistice. C'est vraiment une... donc c'est lui, je crois que c'est son ouvrage de 90, parce que je ne me rappelle plus, mais je crois que la première édition, c'est à peu près là. Donc c'est quand même vraiment postérieur. Et après le premier ouvrage de synthèse en Italie, mais c'est que militaire, c'est un général, Domenico Schipsi, qui a fait l'occupation... c'est que du... Mon livre à côté, il est très court. Lui, c'est un gros ouvrage, mais c'est vraiment qu'un ouvrage militaire. Donc, il décrit les aspects militaires de l'occupation. Mais pas du tout les implications idéologiques, la question des revendications. Donc, ça veut dire que finalement, l'Italie elle-même ne garde pas... Mais parce que c'est un échec, en fait. Et parce que vous avez cette mémoire, à mon avis, aussi un peu spécifique en Italie du fascisme. C'est que l'Italie n'a pas défascisé. En fait, vous n'avez pas eu de politique de défascisation imposée, comme ça a été le cas en Allemagne, en fait, finalement. Et beaucoup de fonctionnaires de l'Italie fasciste, on les retrouve dans la République italienne. Vous avez notamment que je mentionne, qui était le chef de l'OVRA à Nice, Barranco. Je ne sais plus comment j'ai trouvé les papiers. Il essaye, après 1945, de dire qu'en fait, non, il n'a jamais été agent de l'OVRA, il était un agent double, que c'est pas lui, et qu'en fait, il essaye de se refaire, évidemment, mais ça marche, parce qu'on le retrouve préfet. Donc ça marche. Et là, je me suis dit, ça apparaît dans des archives officielles, et il est devenu préfet.
Donc un beau retournement de veste. Mais oui, voilà, lui, alors que très clairement, il peut pas dire qu'il était un agent double. J'ai vu les papiers, y compris du côté français. Mais évidemment, il dit que non, en fait, il était là pour, c'était en gros un moyen, comme il se faisait passer pour le chef de l'OVRA, ça lui permettait de sauver des personnes, y compris des juifs, etc. Ce qui est vrai. Lui, en revanche, effectivement, il était en faveur du sauvetage des juifs. Mais il avait quand même un rôle décisionnel. Mais voilà, de là en faire un sauveur. Voilà, il a quand même participé aux opérations de torture dans la villa Linwood à Nice. Donc. Mais voilà, on a un exemple typique, et ça apparaît dans les archives. Il a essayé vraiment, lui, de passer à travers les mailles du filet. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de défascisation. Et j'en discutais avec des historiens italiens qui étaient tout à fait d'accord et qui expliquaient d'ailleurs que, sans doute aussi, aujourd'hui, c'était une des raisons pour lesquelles il y avait parfois une extrême droite encore forte en Italie. Et qu'il y avait un souvenir du fascisme comme la période où, enfin, on respectait en Europe l'Italie. Il y avait cette idée-là. J'aurais éventuellement... Donc, j'ai une avant-dernière question qui est sur le choix de la couverture. Alors, le choix de la couverture, il y a eu plusieurs possibilités. Photo. Alors, photo, le problème, c'est que c'était Mussolini sur le front des Alpes en 40 avec le roi. Après, on aurait pu... Alors, bon, il y avait aussi une question des droits d'iconographie. Même chose, hein, on s'est posé la question de mettre de l'iconographie dans l'ouvrage. Bon, comme il était déjà long, ça a dissuadé, je pense, l'éditeur. Et finalement, là, c'est l'éditeur qui m'a proposé... et je trouvais que c'était plus original, effectivement, qu'une photo, avec la seule... Mais c'était visuellement impossible. Je disais que c'était un peu paradoxal que cette main arrive par l'ouest, sachant que l'Italie était plutôt par l'est. Donc c'est la seule contrainte, mais effectivement, si on avait mis la main de l'autre côté, en fait, on ne verrait pas. C'est un choix esthétique. Exactement. Mais j'ai trouvé que c'était plus... En fait, moi, ce que j'ai... Finalement, c'est un de leurs maquettistes. L'idée de main... parce que c'était vraiment ça. L'idée, c'était de mettre la main sur la France, et notamment sur ses territoires. Avec les questions d'annexion. Exactement. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Et notamment, puisqu'on avait la carte de France derrière, et en plus, ils ont bien... au moins, on voit toutes les différentes zones. Parce que du côté allemand, on a l'impression qu'il n'y a qu'une zone globale, alors qu'en réalité, il y a tout un petit panel de zones. Voilà, exactement. Et on voit quand même le côté dérisoire de l'occupation, notamment quand on voit quand même les petits bouts de ce que c'était en 40, hein, c'est-à-dire quasiment rien. Et encore, comme ils ont fait ça, on a l'impression que c'est énorme, alors qu'en réalité, c'est que ça relie la Corse, mais c'est rien du tout. Et donc, je trouvais que visuellement... voilà, exactement. Et j'ai l'impression que c'est... on voit finalement... Si ça avait été une photo, je suis pas sûre qu'on l'aurait vu aussi nettement. Et ces couleurs vert, blanc, rouge sur la France, c'est... Oui, ça veut dire quelque chose, voilà. c'est sûr. Mais voilà. Donc, c'est eux qui ont pris cette initiative-là. Et en fait, dès que j'ai vu le visuel, j'ai dit que c'était une très bonne idée. Et donc, notre dernière et traditionnelle question. Est-ce que vous avez de futurs projets de recherche ? Alors, j'ai mis 10 ans à publier la thèse. Alors, parce qu'évidemment, comme beaucoup de doctorants et après un docteur, en fait, effectivement, on retourne dans l'enseignement. Ce qui est aussi ma vocation. Donc, pendant 10 ans, en fait, j'ai quasiment pas... Alors, j'ai essayé de travailler un petit peu j'étais intéressée à la question des prisonniers de guerre, poussée par des chercheurs italiens qui s'intéressaient, parce qu'en Italie, on s'intéresse beaucoup aussi maintenant... beaucoup plus justement au vécu et moins aux événements d'une manière générale. Et donc j'avais travaillé sur un projet de recherche sur les prisonniers de guerre, notamment sur les prisonniers de guerre français, parce qu'il y en a eu. Les Italiens ont fait 125 prisonniers de guerre français. J'aime bien le dire, parce qu'évidemment, quand on voit le chiffre allemand, du côté allemand, ça n'a rien à voir. Voilà. Mais 125 prisonniers qui leur ont permis... Alors, ceci dit, justement, ça c'est un élément que soulignait Mussolini, c'est que du coup, ça empêchait d'avoir un levier. Ils n'ont jamais pu se servir des prisonniers de guerre. Et je m'étais intéressée quand même à leurs conditions de détention. Et du côté aussi français, il y a eu des prisonniers italiens. Donc j'avais envie de travailler sur ces questions-là. Ça c'est un petit peu... en fait... au fil des années, j'ai moins travaillé. Mais le fait d'avoir publié, en fait, l'ouvrage m'a redonné envie, justement, d'aller mettre mon nez dans les archives. Alors, pourquoi pas retenter, justement, du côté de Monaco, hein, je suis assez persévérante. Sinon, de m'intéresser davantage justement alors, à des questions plus là, de vécu, notamment questions de presse, parce que ça m'avait été conseillé par un des membres du jury. Justement, la presse, le rôle de l'opinion, alors en France, parce que l'opinion en Italie, du temps du fascisme,
évidemment, c'est plus compliqué. Mais effectivement, j'aimerais bien relancer un petit peu, alors à partir de ce sujet, mais peut-être sous un autre angle d'approche. Si le temps le permet, en tout cas, oui, c'est un souhait de retourner dans les archives. Bien. Eh bien, c'est le temps de conclure cet épisode et de vous remercier pour cet entretien. Merci à vous, surtout. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire ISTEME de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.